Est-ce la fin d'un État fantôme ou le moment où la réalité diplomatique rattrape 50 ans d'ombre et de manœuvres? Hier soir, une voix puissante a changé la partition. Le Conseil de sécurité a placé l'idée d'une autonomie sous souveraineté marocaine au centre d'un règlement possible du dossier du Sahara. C'est un fait qui semble technique, mais qui contient une bombe à retardement. Et je vous promets en fin de vidéo de vous dire quel scénario va réellement bouleverser la vie des gens sur le terrain. Imaginez 30 secondes, une salle feutrée aux Nations Unies, des diplomates épuisés, des téléphones qui vibrent en coulisses et une phrase qui rebondit sur toutes les tables rondes. Autonomie. Pour vous, spectateurs d'aujourd'hui, ce mot n'est pas neutre. Il redessine des frontières politiques, des accords commerciaux, des routes migratoires et donc des emplois, des projets et la sécurité quotidienne des populations du Maghreb. Restez avec moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment joué, pourquoi l'Union africaine se retrouve coincée et ce que cela change concrètement pour ceux qui vivent ici, là où le sable touche la mer et où l'histoire se transforme en enjeu économique. Revenons en arrière pour comprendre l'enjeu profond. Après le retrait espagnol en 1975, le Sahara occidental est devenu un territoire disputé entre le Maroc et la guérilla indépendantiste qui a proclamé la République sahraoui. Pendant des décennies, cette question a été le nœud d'une rivalité régionale, souveraineté territoriale, mémoire coloniale, ressources minières et pêche. Le Maroc a administré la plus grande partie du territoire. La Front Polisario, soutenu politiquement et logistiquement par l'Algérie, a persévéré dans sa revendication d'indépendance. L'Afrique s'en est mêlée. Dans les années 1980, la RASD a trouvé une place au sein de l'organisation continentale, et ce siège a longtemps été un symbole politique autant qu'un point de friction diplomatique. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité redéfinit le cadre, pas dans une décision magique qui efface l'histoire, mais en changeant l'axe du débat international. Le cœur du problème est brutal et paradoxal. Un organe international lourd comme le Conseil de sécurité oriente désormais la solution proposée vers l'autonomie sous souveraineté marocaine, ce qui affaiblit la thèse d'un État sahraoui indépendant. Autrement dit, le texte international met l'Union africaine face à une contradiction de statut. Continuer à reconnaître et héberger une entité politique qui voit sa revendication principale remise en cause par le Conseil de sécurité, ou adapter sa posture au nouveau cadre juridique international, au risque d'ouvrir une crise interne majeure. Ce n'est pas seulement un jeu d'image ou d'ego diplomatique, c'est un choix qui déterminera qui peut parler, qui peut voter et surtout qui peut recevoir des aides, des accords et des investissements. Plongeons dans les coulisses. Rien n'arrive par hasard. Les votes à l'ONU sont le résultat de longues négociations où l'on menait des positions par des promesses économiques, des accords sécuritaires et des garanties stratégiques. Des envoyés spéciaux ont passé des nuits à ajuster des formulations, des offres d'investissement ont été discrètement posées sur la table et des États concernés ont mesuré le coût politique de leur choix. Le contexte énergétique, les routes commerciales et les intérêts des diasporas ont pesé lourd. Ainsi, la décision de reconnaître l'autonomie comme cadre envisageable n'est pas seulement juridique, elle est politique, le fruit d'un lobbying intense, d'intérêts croisés et de promesses parfois dissimulées. Ce qui monte maintenant, et c'est la tension réelle, c'est le fossé entre ce que dit le droit international et ce que l'Union africaine peut, politiquement, décider demain. L'UA n'est pas un simple secrétariat. C'est une scène où se mêlent d'engagements historiques, solidarité panafricaine et intérêts géopolitiques contemporains. Des dizaines de pays africains ont des liens historiques ou idéologiques avec le projet sahraoui. Pour eux, une expulsion pure et simple remettrait en question des alliances et une mémoire collective. Alors l'option la plus probable n'est pas un coup de balai immédiat, mais une série de manœuvres, discussions techniques, pression diplomatique, tentatives de requalification du statut, observateurs, délégations restreintes, sièges symboliques, autant de cheminements pour éviter une fracture ouverte du continent. À ce stade, la scène se prête à des scénarios. Le plus doux, la temporisation, où l'UA lance un groupe de travail et retarde toute décision. Le moyen, le compromis, qui reconfigure le rôle politique de la RASD sans la faire disparaître complètement. Et le plus radical, la tentative de retrait du siège qui ouvrirait une crise institutionnelle. Chacun de ces chemins a des retombées concrètes. Imaginez les entreprises qui avaient prévu d'investir dans la région, elles mettront leurs projets en pause tant que l'incertitude demeure. Pensez aux jeunes diplômés sahraouis qui attendent des opportunités. La question du statut influence les bourses, la mobilité, la reconnaissance des diplômes. Sur la sécurité, une crise de l'UA affaiblit une coordination régionale face aux réseaux terroristes et au trafic transfrontalier, et ce sont les populations frontalières qui en payent le prix. Entrons dans le détail humain. Si vous êtes pêcheur sur la côte atlantique, la décision prise à des milliers de kilomètres influe sur vos droits de pêche demain. Si vous êtes entrepreneur à Laayoune ou Dakhla, les permis, les investissements et la confiance des partenaires étrangers dépendent de la stabilité juridique et politique du statut territorial.
Si vous êtes parent d'un jeune étudiant sahraoui en Algérie ou en Europe, la question du statut peut moduler l'accès aux bourses et la sécurité des déplacements. Ce conflit n'est pas abstrait, il s'inscrit dans le quotidien des familles, des commerçants et des travailleurs saisonniers. Et puis il y a l'algorithme diplomatique. Rabat va capitaliser sur cette victoire comme sur une légitimation internationale. Attendez-vous à une campagne de communication massive, à des images officielles montrant ministres, accords signés, routes ouvertes, contrats pour la pêche et les phosphates, et à des annonces d'investissement destinées à rendre l'autonomie visible et tangible. De l'autre côté, la RASD et ses soutiens parleront de résistance, d'injustice et d'un ordre international bafoué, cherchant à mobiliser l'opinion publique africaine et internationale. Cette guerre des récits sera au cœur des prochains mois. Qui convaincra les opinions publiques? Qui tiendra la narrative de légitimité? Au centre de tout, l'Algérie. Son rôle est déterminant. Si Alger maintient un soutien inconditionnel à la RASD, cela donnera à la fois une colonne vertébrale politique et morale, mais coûtera à l'Algérie en termes d'isolement diplomatique et de pression économique indirecte. Si Alger opte pour un recul tactique, elle pourra négocier garanties sécuritaires et économiques pour préserver ses intérêts, mais cela marquerait une réorientation stratégique majeure. Pour le citoyen algérien, ces choix se traduisent par des conséquences palpables, coopération énergétique avec l'Europe, contrôle frontalier, politique migratoire et même répercussions sur la politique intérieure et l'opinion publique nationale. Arrive maintenant le moment de tension maximale. Des assemblées où les voix se lèvent, des télégrammes qui circulent et des capitales qui calculent leurs gains et leurs pertes. Rabat appuie, Londres et Washington observent, plusieurs capitales africaines sont tiraillées entre solidarité historique et intérêt géopolitique. Si un vote à l'UA était tenté pour retirer le siège de la RASD, la scène serait explosive. Déclarations enflammées, appel à la souveraineté africaine, menace de rupture de dialogue. Mais l'autre réalité, pragmatique, est que retirer un membre de l'Union africaine n'est pas instantané. Il faut des majorités politiques, des procédures, et surtout accepter les conséquences d'une division visible sur le continent. Le risque est réel. L'UA pourrait se fracturer, et la fracture coûterait cher à des pays qui ont déjà des défis économiques et sécuritaires à gérer. Alors, que va-t-il se passer dans les semaines qui suivent? À court terme, attendez-vous à un renforcement du lobbying marocain et à une intense diplomatie bilatérale. À moyen terme, on verra probablement des tentatives de recadrer du statut de la RASD, visant à réduire sa visibilité politique sans provoquer un effondrement institutionnel. À long terme, tout dépendra de la capacité du Maroc à transformer l'autonomie en réalité concrète sur le terrain, développement, investissement, garantie pour les droits de tous et apaisement des tensions. Si l'autonomie produit des résultats tangibles, le projet indépendantiste perdra du souffle. Si elle reste une coquille vide, le conflit reviendra plus fragmenté et potentiellement plus violent. Que devez-vous surveiller, vous qui regardez cette vidéo? 3 signes concrets. D'abord les résolutions et déclarations officielles au siège de l'Union africaine. Ensuite les démarches bilatérales entre Alger et Rabat, et entre ces deux capitales et les puissances étrangères. Enfin, les annonces d'investissement et les accords économiques dans les régions sahariennes. Ces 3 éléments diront plus que 1000 communiqués. Ils montrent où va l'argent, la sécurité et la coopération pratique. En guise de conclusion, nous sommes à un pivot historique. Le Conseil de sécurité a déplacé les lignes en faveur d'une autonomie sous souveraineté marocaine. Cela change la donne juridique et renforcera le poids diplomatique du Maroc. Mais ne cédez pas au triomphalisme immédiat. Transformer la géographie politique de l'Afrique ne se fait pas en un soir. L'Union africaine a devant elle un choix compliqué. S'adapter à la nouvelle réalité internationale ou préserver des positions anciennes au risque d'une fissure continentale. Les conséquences sont tangibles. Emploi, commerce, sécurité et avenir des jeunes. Tout cela va se jouer dans les semaines et les mois qui suivent. Si vous voulez vraiment comprendre qui a négocié quoi dans l'ombre, quelles offres économiques ont été posées sur la table et comment cela va affecter vos salaires, vos permis et la sécurité de vos régions, restez attentifs. Le véritable tournant ne sera pas seulement une décision de salle de conférence. Il sera visible dans l'économie, les routes commerciales et dans la vie quotidienne des gens du Sahara et des pays voisins. Partagez cette vidéo, discutez-en avec vos proches et dites-moi en commentaire, selon vous, l'Union africaine doit-elle s'aligner rapidement sur la décision de l'ONU ou chercher un chemin à part pour préserver l'unité africaine ?